Salut à tous, bienvenue dans The E-Commerce Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du e-commerce, en français dans le son, international dans le ton. Une émission avec pour partenaire média e-commercemag.fr. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Influenceurs, des nouveaux alliés loyaux pour le développement des e-commerçants. Malgré de nombreuses dérives qui ont ébranlé la confiance des internautes et des annonceurs, le marketing d'influence est toujours vu comme un marché prometteur. En effet, selon une étude menée par Nielsen, 92% des consommateurs font plus confiance aux recommandations des influenceurs qu'à toute autre publicité. Quelle est donc la réelle valeur ajoutée d'un influenceur pour le e-commerçant ? Dans le cadre d'un partenariat, l'influenceur est-il tenu de rester loyal et quels sont les risques pour le e-commerçant ? Quelle stratégie adopter pour assurer la loyauté des influenceurs et garantir un impact positif ? Pour en discuter, Wassila Moussaoui de Pylone, Amandine Forneau de Revolver, Nenad Setkovic, consultant indépendant, Quentin Bordage de Call Square. Bonjour à tous, bienvenue dans The E-Commerce Society. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant, j'allais dire, pour l'ensemble de l'écosystème e-commerce, puisqu'on va parler des influenceurs et des influenceuses qui ont un impact certain sur l'ensemble de l'écosystème e-commerce. C'est vrai en France, c'est aussi vrai à l'étranger. On aura l'occasion d'en discuter pendant notre débat. Ma première question, et on va commencer par toi, Amandine, ensuite par toi, Wassila. Quentin, tu poursuivras et Nenad, tu concluras. La première question, selon vous, qu'est-ce qu'un influenceur ou une influenceuse et quelle est sa valeur ajoutée pour un e-commerçant ? Amandine. Alors un influenceur, c'est quelqu'un qui a une influence, que ce soit de par son talent, de par sa légitimité sur un sujet. C'est quelqu'un qui va influencer une communauté à travers son lifestyle, à travers sa créativité, à travers aussi, de plus en plus, on se rend compte aussi de ses engagements. Et ce que ça va évidemment apporter à une marque et à un e-commerçant, c'est d'avoir aussi que ce soit un levier de business, parce que ça génère forcément des achats. Ensuite, c'est quelqu'un qui va aussi travailler l'image de marque. De plus en plus, c'est ce qu'on recherche. Les marques sont en recherche aussi d'être plus désirables. Aujourd'hui, il y a deux sujets aussi qui rentrent en compte par rapport à ça. C'est la préférence de marque. Donc l'influenceur, comme il a un caractère, qu'il a des engagements et qu'il a une vraie personnalité, que les marques souvent n'ont plus tellement, il va pouvoir l'injecter là-dedans. Et la dernière chose aussi, c'est que l'influenceur va permettre à la marque d'être plus pérenne et d'avoir une stratégie qui est plus cohérente avec ses propos et ses produits. Merci beaucoup Amandine. De ton point de vue, Wassila, comment tu définirais un influenceur ou une influenceuse ? Et puis surtout, quelle est la valeur ajoutée pour un e-commerçant ? Alors je vais répondre par l'inverse, c'est-à-dire te dire ce qui n'est pas un influenceur ou une influenceuse pour moi. C'est un choix aussi, une option acceptable. Parce que justement, souvent on entend le mot qui est un peu galvaudé et on a beaucoup de comptes aujourd'hui, notamment sur Instagram, sur des personnes qui se prétendent influenceuses parce qu'elles font de l'inboxing. Donc moi, un influenceur qui va s'adresser à moi parce qu'aujourd'hui il fait de l'inboxing toute la journée et qui présente un catalogue toute la journée sur ses stories et qui va ne pas avoir de cohérence entre les différents choix qu'il peut faire de marque, de territoire et qui fait la vente, une vente un peu forcée parce qu'il va pousser à utiliser des codes promo et il va aussi pousser à participer à des jeux concours parce qu'il sait qu'il va avoir un lot qu'il va pouvoir offrir, etc. Pour moi, ça, c'est pas un influenceur. Je rejoins Amandine. Effectivement, il y a un territoire, il faut que l'influenceur soit comme une marque, à mon sens, qu'il ait une ligne éditoriale, qu'il ait un contenu à proposer à sa communauté. Et en fait, c'est ce contenu-là qui va faire que ça va fédérer une communauté autour de ce contenu-là, qu'il défende un territoire artistique, un engagement, peu importe, et que justement la marque se reconnaisse dans cet influenceur. Chez nous, chez Pylone, on a fait le choix de vraiment choisir les influenceurs et de ne pas dire oui à tous les influenceurs, et on passe aujourd'hui par une plateforme de marque qui nous permet vraiment d'être beaucoup plus exigeants.
Et ce qu'il nous apporte aujourd'hui, c'est de la visibilité. Donc il parle de la marque, il parle de nos valeurs qui sont aussi en lien avec les leurs. Et aussi, ils transmettent l'émotion que peuvent du coup générer nos produits. Parce qu'il y a la surprise, il y a le sourire qui est transmis. Parce que voilà, il y a des objets qui sont des objets amusants, mais aussi des objets artistiques qui peuvent donner le sourire. Et ils nous aident aussi à raconter les histoires de nos produits. Parce que derrière nos produits, il y a souvent des histoires, un motif, un souvenir d'enfance ou une inspiration. Donc vraiment, il nous aide aussi à faire du storytelling et à le transmettre. Alors je retiens, merci Wassila, storytelling. Je retiens ce qui n'est pas un influenceur ou une influenceuse. Et je retiens également ce que dit Amandine, c'est que en fait, la marque est aussi portée par l'image de l'influenceur et l'influenceuse pour justement faire en sorte qu'il fasse son job correctement. Alors justement, Quentin, quel est ton avis sur justement ce statut d'influenceur et influenceuse et surtout la valeur ajoutée pour un e-commerçant de ton point de vue? Alors nous, chez CallSquare, on considère que les influenceurs sont un média. Donc c'est un média avec son audience, sa ligne éditoriale, sa puissance. C'est d'ailleurs un média qui est assez complexe parce qu'un influenceur est présent sur plusieurs réseaux sociaux. Donc il faut être capable d'identifier sa puissance médiatique qui est multiple. Donc c'est ce qu'on fait avec la technologie chez nous, et ça peut se faire humainement par ailleurs. Nous, on les appelle les KOL. C'est pour ça qu'on s'appelle CallSquare, c'est des Key Opinion Leaders. Donc on considère que ce sont des leaders d'opinion et que c'est un média et qu'ils ont une puissance médiatique. Donc nous on parle de call marketing et effectivement tu disais que le terme d'influenceur est assez galvaudé et assez critiqué. Il y a beaucoup d'opportunistes sur ce marché. On peut acheter des followers très, très facilement. En revanche, générer de l'engagement et avoir un impact pour les marques avec lesquelles ces KOL vont avoir un partenariat, c'est plus compliqué. Cet impact, c'est quoi? Nous on considère qu'il y en a trois. On pense souvent, et notamment dans le e-commerce, à l'impact d'acquisition pour acquérir des clients et faire des ventes. Mais on oublie que le call marketing, les influenceurs, à la base, c'est aussi pour faire de la notoriété. Donc c'est pour faire connaître la marque, c'est le bouche à oreille. Et dans le bouche à oreille, il y a aussi de la réassurance pour travailler sur la transformation. Donc quand on hésite entre deux produits, entre deux marques, on va faire confiance à quelqu'un. Alors avant, c'était notre grand-mère, notre mère ou nos amis. Aujourd'hui, c'est toujours le cas, mais il y a aussi des KOL qui ont fait confiance et qu'on suit régulièrement, qui sont insérés dans notre quotidien, ils sont dans notre poche, dans notre téléphone, et on va leur faire confiance pour faire l'acte d'achat. Merci Quentin pour ces précisions et donc on retiendra cet acronyme KOL, Key Opinion Leader. Alors justement, Nenad, c'est Key Opinion Leader. Quels sont toi ton avis sur leur valeur ajoutée pour l'e-commerçant? Eh bien, il y a Key Opinion Leader et Key Opinion Leader, ou influenceur et influenceur, en fait. Exactement, c'est pas les mêmes. Ce que disaient Amandine et pas les mêmes. Wassila. Je les distingue aussi par un autre segment, et on en parlait rapidement avant cette émission, c'est aussi par la taille de leurs audiences. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux stratégies pour les influenceurs, c'est soit d'aller vers les grandes stars. Quand on fait appel à un Cristiano Ronaldo, on sait qu'on va toucher à une population qui est très large. Maintenant, dans un univers technologique, on peut aussi avoir une stratégie alternative qui va être de couvrir un univers, quand on est par exemple constructeur de téléphone, de couvrir ce secteur avec un ensemble de micro-influenceurs qui vont, eux, avoir des audiences plus restreintes, on va dire de 1000 à 5000 followers, voire 10 000 followers, et qui vont vous aider à percer, à positionner, à s'installer en termes de marque. Un des exemples types, par exemple, dans la téléphonie, c'est OnePlus, qui est le constructeur chinois qui est maintenant quand même pas mal connu, qui a démarré complètement par cette notion d'influenceurs et de micro-influenceurs, puisqu'en fait, ils allaient sur les différents réseaux sociaux, grappiller les types qui avaient un peu d'influence et qui avaient cette connotation technologique et leur proposaient d'utiliser leurs appareils dès le début. Donc ça peut être ce système-là. C'est vrai que l'Asie est très focalisée sur la notion de performance et de transformation, alors qu'en Europe, moi, dans les clients, ce que je voyais surtout, c'était des gens qui essayaient, notamment sur des petites marques, de positionner une valeur, de positionner une image de marque, parce que tout simplement, à un moment, on ne peut pas s'offrir une campagne d'affichage à l'ancienne, des 4x3 partout dans Paris, voire dans toute la France, voire en Europe, et que ça reste aujourd'hui un moyen accessible à beaucoup de marques pour se développer. Je pense à des marques pure player comme Cézanne, qui par exemple se sont développées avec ce genre de stratégie.
Merci Nenad. Alors justement, on parle de ces leaders d'opinion clé. Je vais la faire. Enfin, leader même déjà ce mot-là, c'est un peu moyen, mais bon, on va dire meneur d'opinion clé. Chez Messet, ça fait un peu ringard, mais en tout cas, key opinion leader, c'est mieux. Justement, ces fameux key opinion leaders, on va parler de leur loyauté maintenant. On va commencer par toi, Amandine, via cette question dans le cadre justement d'un partenariat avec une influenceuse ou un influenceur, et tu en connais beaucoup. Est-ce qu'ils sont tenus de rester loyaux? Quels sont les risques pour l'e-commerçant de collaborer et donc dans ce cadre-là avec une influenceuse ou un influenceur en termes de loyauté? Oui, alors en fait, déjà nous on parle beaucoup d'un rapport de confiance. Évidemment qu'aujourd'hui un influenceur n'est pas tenu, quand c'est juste pas contractualisé ou pas briefé et paramétré, il est libre aussi de dire, en tout cas d'exprimer sa publication comme il l'entend. Maintenant, le fait d'avoir un bon rapport de confiance avec l'influenceur et que le projet soit aussi emballant pour lui, valorisant, parce qu'on a proposé quelque chose qui allait le stimuler, ça permet aussi déjà d'avoir un rapport beaucoup plus loyal parce qu'on s'est intéressé à lui. C'est pas que briefer un influenceur. C'est un vrai échange entre l'agence et l'influenceur ou la marque et l'influenceur. Il faut que ça soit commun, ce projet. Il faut que ça valorise la marque et l'influenceur. Donc là, il y a déjà une forme de loyauté qui arrive parce qu'on est en confiance. Ensuite, c'est aussi le rapport humain qui est ultra important. C'est pour ça que nous, chez Revolver, on s'est vraiment positionné dans l'humain. On travaille, on connaît tous nos influenceurs, on va déjeuner avec eux. Enfin, on entretient vraiment une relation très forte, très puissante. Et après, évidemment, quand on est sur des grosses campagnes et qu'on a besoin d'un contrat de non-concurrence, par exemple, quand on a des égéries sur des marques de montres, là, on va faire des contrats d'exclusivité. Donc, il faut paramétrer tout ça. Et les risques de tout ça aussi, ça va être, quand on a mal identifié, donc ça parle de l'identification, quand on a mal identifié la personne et qu'on la considère comme un panneau publicitaire, ça peut pas très bien se passer en soi, à part si l'influenceur est très pro, mais généralement, il faut quand même avoir quelque chose qui soit cohérent. Ensuite, ça peut être souvent aussi un bad buzz, quand pareil, on a fait une mauvaise identification et que la personne n'a pas fait une veille sur son passif. On peut se retrouver dans un cas assez compliqué, surtout avec les sujets brûlants actuels. Donc c'est très important de connaître vraiment la vie et écouter les influenceurs. C'est pas juste un outil, on a besoin de suivre toutes les stories et de voir leur personnalité pour pouvoir savoir qu'ils sont loyaux ou pas. Et puis après, les risques, c'est que l'expérience se passe mal et que justement on se dise l'influenceur c'est compliqué, ah non, et de mettre un peu souvent dans le même panier. Et c'est ça un peu le problème, c'est que ça c'est très subjectif, mais pour que ça se passe bien, ça passe par toutes ces choses-là et pas uniquement... Enfin, il y a de l'humain quand même. Alors justement, cette notion d'humain, si je reprends l'ensemble des éléments que tu nous as indiqués, c'est la confiance, qui est un mot qui a déjà été prononcé tout à l'heure par toi, Quentin, d'ailleurs. Et ce que je retiens, c'est que pour que la loyauté soit là, il y a cette confiance certainement, mais il y a également le fait que l'influenceur ou l'influenceuse soit là dès le départ. Et la notion de projet commun fait que ça facilite plus les choses que si on est là, lui il a tant de followers ou elle a tant de followers, on va travailler avec. Mais il faut qu'elle soit, ou lui soit impliqué dans le projet, en tout cas c'est ce que je retiens. Tout à fait. Merci Amandine. Wassila, de ton point de vue chez Pylone, comment justement vous travaillez sur la loyauté, ou en tout cas vous assurez la loyauté, si on peut l'assurer d'ailleurs, d'une influenceuse ou d'un influenceur? Est-ce que tu as quelques exemples? Alors déjà, on ne peut pas généraliser. Après, nous, on a la chance d'avoir des influenceurs qui sont fans de la marque, généralement. Donc, avant d'être sur une plateforme de marque, on avait des influenceurs qui venaient d'elles-mêmes, en l'occurrence, c'est surtout des femmes, vu la cible. Donc, elles venaient d'elles-mêmes parce qu'elles étaient vraiment déjà fans de la marque en tant que consommatrices. Et du coup, on engageait une collaboration. Aujourd'hui, on passe par une plateforme de marque et on se rend compte qu'il y a souvent des influenceuses qui reviennent parce qu'elles sont attachées à la marque. Et effectivement, la confiance, c'est un critère qui est très important. Et on en avait parlé quand on avait signé avec la plateforme en l'occurrence. Et donc, il y a vraiment un triptyque entre l'influenceur, l'agence et nous-mêmes, où on peut rentrer en contact avec aussi l'influenceuse. En l'occurrence, là, pour le Covid, on a lancé une campagne qui était une campagne sans dotation de produits, où on voulait juste communiquer sur une chose, c'était le sourire. On avait créé un hashtag qui était hashtag Gardons le sourire, et on a lancé une campagne comme ça où on demandait juste à nos influenceuses de poster une photo avec un produit Pylone, où elles mettaient hashtag Gardons le sourire, pour donner un peu de bonne humeur, etc. Et ça a pris. Et on était vraiment très ravis parce qu'effectivement, il n'y avait rien.
derrière ces produits-là. Et c'est là où on se rend compte que finalement, les influenceuses, quand elles s'attachent à une marque, elles sont comme les consommateurs, il y a vraiment un vrai affect. Moi, ce que je retiens dans ce que tu viens d'évoquer, c'est que le premier vivier d'influenceuses ou d'influenceurs, ce sont les fans, en fait. Oui. Et c'est là où, pour le moindre coût, dans un premier temps, après on peut faire des choses plus élaborées, on est d'accord. Parce qu'après, il y a des fans qui peuvent être assez incontrôlables, hein, c'est bien connu, donc dans plein d'autres domaines. Mais en tous les cas, effectivement, ça peut être un moyen assez intéressant, avec bien sûr un contrôle un tant soit peu. Et quand on a une fan, quand on a des fans influenceurs, on peut avoir des fans. Moi, j'ai eu une fan à 2 millions de followers sur Instagram, c'était juste magique. En une nuit, j'ai gagné le nombre de followers que je fais en 6 mois. Mais voilà, donc si on peut repérer, mais après, c'est assez subtil parce qu'on l'a repéré, ensuite on a tissé un lien. C'est un petit travail un peu microscopique. Ouais, donc c'est toujours cette notion de confiance aussi. Même de si confiance et puis de quelqu'un... personnalisation, il faut savoir parfois saisir aussi la bonne opportunité. Merci Wassila. Quentin, ton avis justement sur les fans, sur la confiance dont nous parlait Amandine, le projet en commun notamment, ton avis? Oui, pour compléter ça, il y a cette notion de confiance qui est très importante et il y a la notion d'authenticité. Donc dans tout ce que tu évoques à l'instant, c'est les partenariats qui fonctionnent, c'est les partenariats authentiques. Donc nous, on va utiliser chez CoSquare la technologie, par exemple, pour identifier les influenceurs, les KOL qui parlent déjà de certaines marques ou qui parlent déjà de certains sujets parce qu'il y a une vraie affinité et on va pouvoir aller travailler avec eux et vérifier que le partenariat sera authentique. La loyauté, c'est très particulier parce que je disais tout à l'heure qu'il y a des KOL qui sont opportunistes, mais il y a aussi des marques qui sont opportunistes. On pense qu'en envoyant un produit à un KOL, on va créer une relation sur la durée et on va attendre que ce KOL ne travaille pas avec d'autres marques. Je rappelle juste que KOL, pour ceux qui nous Key rejoindraient, Opinion Leader. c'est Key Opinion Leader. Donc c'est les influenceurs. Voilà. Mais les influenceurs qui font bien leur boulot. Mais c'est bien marketé. Hein. Oui, c'est vrai, merci. Donc on va il faut travailler sur la durée, généralement, donc c'est ce que tu évoquais, Amandine. Il faut créer un lien. Et ce lien, il passe par l'authenticité. Et c'est comme ça qu'on va créer la confiance et entretenir la confiance qu'ont déjà créé ces KOL avec leurs audiences. Ce qui veut dire qu'il faut... c'est pas du tout dans l'intérêt des KOL de ne pas être loyal et de tromper leurs fans. Parce que s'ils parlent de pylône un jour et puis d'une autre marque concurrente le lendemain, les fans ne vont pas très bien comprendre. En tout cas, il faudra très bien l'expliquer. Ouais. Donc, ce n'est pas forcément dans leur intérêt. Donc, c'est dans l'intérêt de tout le monde, finalement, de développer cette loyauté. Après, cette loyauté, il faut à minima qu'il y ait un sens et que ce soit authentique. Et puis, elle peut avoir un coût. Donc, il faut signer des contrats. Généralement, il faut aussi payer ces influenceurs parce qu'ils ont d'autres sollicitations. Et nous, on connaît bien ce métier-là parce qu'on vient du celebrity marketing à la base. Et effectivement, quand on travaille avec des égéries, on paye cette exclusivité et on travaille sur la durée avec ces influenceurs. Merci Quentin. Ton avis, Nénad, sur la loyauté des influenceuses, influenceurs, est-ce que ça comporte des risques? En l'état actuel aujourd'hui, je plus sois à peu près à tout ce qui s'est dit là. Donc, je crois que j'ai pas grand-chose à ajouter sur le côté européen. Je vais me projeter peut-être du côté Asie et Chine, puisque moi j'ai quand même tendance à croire qu'aujourd'hui tout ce qui arrive en France, c'est ce qu'on voyait déjà il y a 2 ans en Asie. Si on regarde où en sont les key opinion leaders, les influenceurs en Chine notamment, je vais prendre un exemple, je pense qu'il est assez marquant, j'utilise assez régulièrement. C'est l'exemple de la marque Longchamp, qui s'est associé avec un influenceur en Chine qui s'appelle Mr Bag. Alors Mr Bag, c'est pour dire, c'est un influenceur, le gars il a 7 ou 8 millions de followers sur Weibo, il a à peu près 12 millions je crois de personnes qui le suivent sur les 10 pays en Chine. Ça fait rêver. Et alors comment il est séduit? Il a été séduit par la marque, donc du coup il a commencé à faire un partenariat, sauf que les influenceurs en Chine, ils emmènent les marques beaucoup plus loin. Ils leur disent, attendez, je vais vous expliquer comment customiser votre produit et comment on va sortir un produit qui correspond à mon audience et à mon univers. Et on a vu Longchamp sur cet exercice depuis maintenant 3 ans sortir à l'année chinoise un nouveau modèle de sac spécifique à Mr Bags. Donc vous avez le modèle Longchamp avec la patte de chien il y a 2 ans, le modèle Longchamp avec le fermoir nez de cochon il y a 2019 et cette année avec des morceaux de fromage jaunes. Quand on est un peu habitué de la marque Longchamp parisien et qu'on rentre dans un magasin, quand on voit les modèles en photo chinois, on se dit qu'on est quand même un petit peu loin de l'univers. Maintenant, l'exemple, il est très clair. On va citer un cas de figure puisqu'il est public. En 2018, quand ils ont fait le premier partenariat, ils ont lancé cette capsule collection qui s'est vendue en 2 heures en magasin et online. À peu près $800 000 de chiffre d'affaires en 2 heures, sold out. Absolument rien à faire, ça a juste été un push de Mr Bags et ça a déclenché des ventes en ligne et sur magasin. Donc il y a une puissance colossale. Il est clair que quand vous arrivez dans ce stade de relation, je ne connais pas la relation qu'a Longchamp avec ce gars-là, mais c'est vrai que là vous êtes exposé forcément parce que si demain matin il veut faire quelque chose et que vous n'avez pas envie d'y aller,
Ouais, parce qu'il fallait oser quand même le Voilà. morceau de fromage sur. Je vous invite à aller voir sur Internet, à chercher, vous allez voir Mr Bags Longchamp. C'est un sac avec des morceaux de fromage jaunes sur des sacs Longchamp. Donc c'est une capacité que s'offre la marque d'aller toucher une audience. Ce gars-là, il est en effet référent. Il aime la marque, je pense que c'est aussi pour ça qu'il entre en relation. Ça doit coûter aussi quand même très très cher, je pense, en termes de relation aussi. Mais c'est vrai que là, il y a un vrai risque. Et demain matin, toute marque qui va aller sur ces niveaux-là, va s'exposer. Or, quand on regarde la beauté, quand on regarde la mode, en Chine, il devient très commun d'avoir un influenceur qui dit « Ah mais attendez, moi ce modèle-là, il me plaît bien, mais pas comme ça. On va changer ça, et puis faites s'il vous plaît selon ma commande. Et puis je vais m'occuper de vendre tout ça. » Et aujourd'hui, quand on regarde les sociétés chinoises, ils sont plus dans cette logique-là, en se disant « Comment j'utilise un influenceur ?» À chaque fois qu'on en discute sur l'Europe, ils me disaient « Ouais, mais vous, en Europe, c'est encore très gentil, vous êtes encore très dans l'image, dans le feeling et dans le selfie. Nous, ce qu'on veut, c'est de la vente. Donc si la nana nous dit il faut une collection spéciale de produits de beauté, on va faire une collection spéciale produits beauté. » Malheureusement, à ce moment-là, à quel moment on va dire la marque de l'influenceur dépasse la marque elle-même? Ça, c'est un vrai débat. Ça veut dire aussi que la marque doit accepter de lâcher un peu le contrôle et du territoire. Et du territoire. Ouais, mais on voit que d'un côté, on a une sorte de pragmatisme au service de l'acquisition, c'est l'Asie. Et que de l'autre, l'objectif, c'est d'assurer l'image de marque qui est peut-être très historique, mais qui rate peut-être des opportunités en termes d'acquisition, en ne faisant pas suffisamment, mais qui est indispensable, mais qui peut-être ne lâche pas du lest suffisamment fortement par rapport aux influenceurs. Et justement, est-ce que ce ne serait pas une nouvelle stratégie? Ce sera ma troisième question, c'est quelle stratégie peut être adoptée pour assurer la loyauté des influenceurs, influenceuses sur la base de ce que vient de dire justement Nénat, de ton point de vue, Amandine. On a parlé tout à l'heure de la confiance, c'est vrai, et des projets communs. Mais qu'est-ce qu'on pourrait y ajouter? Là, tout à l'heure, tu parlais des fans de marques. Il y a aussi des gens qui ne sont pas fans et à conquérir parce qu'ils ne se sentent plus justement proches d'une marque à un moment donné, peut-être par l'image, peut-être par les produits, et qu'il y a énormément de concurrence. Donc, ils l'ont un peu délaissé, mais on peut les reconquérir, ces gens-là. Et nous, c'est ce qu'on fait sur beaucoup de nos clients. On fait beaucoup de collabs, notamment là, on en a lancé avec Bourjois, où là, l'idée, c'est de venir aussi de moderniser la femme parisienne qui était assez girly et Tour Eiffel et macarons. Et là, maintenant, on essaye de la rendre beaucoup plus femme 2020. Et on fait des collabs avec des influenceuses, justement, où là, on a lancé une gamme de cosmétiques. Donc, elle a sa propre rouge à lèvres et vernis à ongles. Donc, là, on a vraiment travaillé ensemble, c'est-à-dire que le rose, c'est sa couleur préférée, et l'univers Bourjois est quand même assez rose. Et puis l'historique, elle a acheté du Bourjois toute son adolescence. Donc on a une histoire qui est très belle et qui est naturelle et qui est spontanée. Et on a travaillé cette collab tout au long de l'année où on a voulu distiller l'histoire pour ne pas arriver aussi vis-à-vis de la consommatrice en je t'impose une collaboration, débrouille-toi et aime-la ou ne l'aime pas. Nous, ce qu'on a fait, c'est tout au long de l'année, on a montré le travail, l'amitié entre la marque et l'influenceuse, les moments de création pour montrer qu'elle a vraiment mis la patte dans la création et qu'on ne lui a pas juste imposé quelque chose. Donc on a fait un storytelling et je dirais même story doing avec elle, puisqu'on n'a fait que être actif de cette collaboration qu'on a amené in fine avec un bel événement, parce qu'on fait énormément de prod événementiel pour justement générer des brands d'expérience qui soient où la marque puisse vraiment créer un lien affectif en réel, parce que c'était très digital notre sujet, mais en fait le réel est très très important. Donc on a terminé comme ça sur un événement, et là la loyauté de l'influenceuse, on l'a tenue presque 1 an et demi, effectivement avec un contrat, mais derrière on a essayé de rendre ça le plus authentique possible, donc ça passe par plein de moments, plein de création de contenu, plein de prod qui vient raconter l'histoire, et ça a cartonné. Et ça a cartonné, surtout qu'en plus, grâce au fait d'avoir activé une influenceuse, c'est qu'on a pu très facilement faire des passerelles avec le média. Et on l'a utilisé en RP, on a fait un peu d'affichage, on l'a utilisé sur le site internet, on a fait un gros plan média sur ces contenus-là qui a généré énormément de ventes. Donc voilà. Merci Amandine pour cette expérience Bourjois qui démontre également que d'une certaine manière, je parlais tout à l'heure de lâcher du lest, ça commence à arriver petit à petit. C'est contractualisé, mais demain, certainement, ce sera white card pour l'influenceuse qui pourra donner son avis et peut-être imposer, entre guillemets, un design ou un certain nombre de fragrances, si on parle de parfum, par exemple. Voici là ton point de vue sur justement, et là, puisque tu es annonceur, en tout cas, tu fais le marketing de Pylone.
Est-ce que toi, tu serais prête, d'une certaine manière, à lâcher du lest vis-à-vis des influenceuses et influenceurs pour garantir leur loyauté, par exemple? Mais il peut y avoir d'autres stratégies, d'ailleurs. Pour reprendre l'exemple de l'influenceuse dont je parlais tout à l'heure, je vais d'abord commencer par répondre à ta question. Qu'est-ce qui, pour moi, pourrait garantir, entre guillemets, la loyauté? C'est de faire vivre, à mon sens, une expérience à cette influenceuse, à travers la marque, à travers ses produits. Donc nous, cette influenceuse, en l'occurrence, juste rapidement sur l'anecdote, je l'avais découverte par le compte de ses chiens. Parce qu'il y avait une agence, une pet agency, qui gère des comptes d'animaux, chiens ou animaux domestiques. Oui, qui ont entre 100 et 500 000 followers. Et donc, je m'étais personnellement engagée à aller livrer le colis pour nouer, tisser du lien. Génial. Voilà. Donc, je vais chez elle, voilà, je vois ces petits chiens, on discute, on parle de tout et de rien. Et puis, sauf que je n'avais pas à ce moment-là repéré que c'était une grosse influenceuse. Je ne savais pas qui était le propriétaire de ces animaux. Et donc, je rentre chez moi, je vais sur Insta, je me dis, mais oui, je savais bien que j'avais déjà vu quelque part. Et effectivement, elle avait 2 500 000 followers. Il s'avère que sa maman est une fan de Pylone. Donc, dans l'une de ses stories, on avait repéré un produit, donc c'était des porte-lunettes de sa maman. Et donc, on fait une espèce d'échange de stories comme ça, très rigolo, qui a fait qu'on lui a proposé de venir visiter nos ateliers de soufflage, parce qu'on fait des bijoux en verre soufflé. Donc, il y a sa maman qui est venue, ses 2 chiens, elle-même, ils ont visité les locaux, ils étaient émerveillés. Ah ouais, c'est trop bien. Ça, à Colombes, oh oui, c'est génial. Et puis elles ont soufflé elles-mêmes, on leur a vraiment fait vivre une expérience. À aucun moment je leur ai demandé quoi que ce soit, ni de faire des stories, ni de poster, rien. Le soir même, enfin déjà même en journée, elle faisait ses petites stories. Le soir même, elle a fait, mais après, voilà, on lui a offert plusieurs produits, etc., qui lui plaisaient sur le moment où je voyais qu'elle flashait. Mais après, parfois, moi-même, j'étais agréablement surprise parce qu'elle n'était pas là pour faire son marché. Elle était vraiment là pour vivre une expérience. Et quand je la voyais intéressée par un produit, voilà, je lui suggérais. Elle était presque gênée de prendre le produit. Sauf que voilà, elle avait une visibilité certaine. Enfin, c'était sincère, hein, en l'occurrence. Et quand elle est rentrée chez elle, elle a fait une story en mettant bien que c'était pas sponsorisé, que c'était vraiment sincère. Donc quand on fait vivre des expériences à des gens comme ça, en fait, ça devient naturel. Ça devient naturel. Et moi, je pense que plus on travaille sur ce genre de collaboration, mais vraiment de façon authentique des deux côtés, et plus ça sera gagnant, voilà, en termes d'image et in fine, bien sûr, en termes de business. Et en l'occurrence, à cette influenceuse, on lui avait proposé justement de développer une collection cette année, parce que c'est l'année de nos 35 ans et c'est ses 35 ans aussi. Donc on avait un projet de faire une collection ensemble, parce qu'elle a aussi un côté assez artistique, fun et décalé un peu comme nous, sauf que le Covid est arrivé. Ouais. Suite au prochain numéro, donc. Merci, Wassila. Quentin, de ton côté, justement, pour assurer la loyauté et garantir un impact positif également pour les marques, on a parlé de faire vivre des expériences, que ce soit chez Bourjois, que ce soit chez Pylone. Quelles sont les expériences que tu as pu faire vivre? Alors, nous on va aider les marques. Le plus important pour nous au départ, c'est d'aider les marques à trouver le bon KOL, le bon influenceur. Donc on va l'aider à faire ça à l'échelle et aller. On a une base d'1 500 000 influenceurs sur CallSquare et on va pouvoir aller chercher dans l'ensemble de ces KOL, principalement le monde occidental aujourd'hui, les KOL qui correspondent le mieux à la marque. Donc soit en termes d'audience, soit en termes de sujets affinitaires. Ça, c'est la première étape. Après, dans notre outil, on va pouvoir rentrer en contact avec ces KOL et commencer à échanger avec eux et créer une relation. L'idée, c'est que notre outil permette aussi de gérer cette relation que vous décrivez très très bien, mais sur la durée et avec un nombre très très important, plusieurs centaines, parfois milliers de KOL. Et c'est ça qui est compliqué. Donc nos clients, qui sont plutôt des grands groupes, ou des DNVB, donc des marques digital natives, voilà, qui font énormément d'influence pour la notoriété, pour l'acquisition, vont utiliser nos outils pour faire ça à l'échelle. Et ensuite, effectivement, il faut mettre en place toutes ces bonnes pratiques, créer du lien sur la durée, bien gérer ça, connaître leurs anniversaires, les inviter quand on produit dans les ateliers, par exemple, et le faire professionnellement, en fait. Merci Quentin. De ton point de vue, Nenad, on a parlé de la Chine tout à l'heure. Assurer la loyauté des influenceuses, influenceurs et garantir un impact positif, comment ça marche? Alors, ça marche par tout ce qu'on a déjà dit, mais j'ajouterais peut-être une étape qui va me faire passer peut-être pour l'épicier de service, mais
mais leur faire gagner de l'argent. Parce que le vrai problème et la vraie modification qui intervient dans les mois qui viennent, dans mon expérience précédente chez Lengo, on travaille avec un peu plus de 4500 marques dans 40 pays. On a fait des partenariats, on a aidé à lancer Instagram Checkout au niveau des mécanismes. Donc aujourd'hui, pareil avec Pinterest. Donc aujourd'hui, tous ces réseaux sociaux sur lesquels ces key opinion leaders, influenceurs opéraient, jusqu'à maintenant, ils étaient dans un espace vitrine. Donc c'était à eux de créer un business. Aujourd'hui, ces plateformes, elles sont en train de créer des centres de business. Elles vont pousser tous ces gens-là à la vente. Donc, quand on voit une marque aujourd'hui, les marques sont très poussées dans les grandes marques à aller direct to consumer, c'est-à-dire d'essayer d'aller attaquer directement la vente en ligne par les marketplaces. L'influenceur est un canal comme un autre. Il faut avoir une stratégie où il faut rémunérer à sa juste valeur ce qu'on attend de ces gens-là. Parce que sinon, à vouloir trop rester dans le passé, on va peut-être se faire détrôner par des gens qui vont être plus agressifs, parce qu'à la fin de la journée, je pense que l'influenceur va quand même regarder aussi qu'est-ce qu'il y a en bottom line, un petit peu comme tout le monde, parce qu'aujourd'hui, les influenceurs, c'est du business. Merci Néna, tu as dit qu'il ne fallait pas rester dans le passé. Justement, notre dernière question, c'est parler d'avenir. Très rapidement, je vous remercie, je me suis exercé. Comment voyez-vous l'avenir du marketing d'influence, à ton avis, Amandine ? Là, moi déjà, je suis un peu dedans. Ça fait 10 ans que je travaille ce job, mais aujourd'hui, là où je vois qu'il y a vraiment un avenir qui se profile sur l'influence, c'est voilà, Quentin parle de KOL, moi je parle aujourd'hui d'advocacy. Donc maintenant, notre façon de travailler l'influence, ça va être effectivement travailler l'image. Donc ça passe par qui va authentifier mes messages, crédibiliser tout mon ADN et le légitimer auprès des communautés. Ça va être aussi par rapport au business, donc qui va être générateur de business. Donc là, on parle d'argent, donc je te rémunère, mais bon, toujours on a parlé tous de la même vision de l'influence, mais de bien d'identifier les bonnes personnes en affinité, etc., cohérent et tout. Donc ça, ces personnes-là, on va les rémunérer, mais de manière aussi bien présentée pour que ça ne passe pas par quelque chose de trop commercial pour générer du business. Et l'advocacy, nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les marques manquent d'engagement et de personnalité, clairement. Et aujourd'hui, le consommateur va vouloir s'identifier à une marque qui représente et qui le tire vers le haut, qui le nourrit, qui ne fait pas que lui vendre quelque chose. C'est ce dont on se rend compte là actuellement. On veut, et on l'a vu pendant le Covid, beaucoup de marques ont donné du contenu, elles n'avaient rien à vendre, elles n'avaient pas envie d'être commerciales dans une crise sanitaire un peu tendue. Donc elles ont donné beaucoup d'infos, elles ont fait des lives, elles ont activé des advocates. Elles ont pris des gens qui allaient apporter quelque chose d'intéressant à la marque, qui allait la lifestyleiser, clairement. Et en fait, l'avenir, c'est de mettre, je pense, l'influence, mais en passant par l'advocacy, au cœur de ta stratégie 360. En fait, il ne faut plus que ça soit un segment isolé, qui est soit dans les RP, soit dans le marketing, soit dans la com. Non, ça doit être, pour moi, pensé 360. En amont de tout projet, c'est-à-dire que si cette année, l'objectif de la marque, c'est de rajeunir, c'est de montrer qu'elle est plus engagée, etc., ça doit passer par l'influence, par l'advocacy, de déterminer une stratégie où on a ces espèces de 3 piliers qui vont être l'image, le business et l'advocacy, et d'identifier ces personnes-là en tribu, parce qu'on ne peut plus non plus aujourd'hui travailler en cible, et une seule personne me représente. Non, aujourd'hui on est on a plein de personnalités. On a plusieurs vies. On a plusieurs vies, et du coup on travaille en tribu aujourd'hui, et c'est ça pour moi l'avenir du marketing d'influence. Merci beaucoup Amandine. Très rapidement, Wassila, quel est ton avis sur justement l'avenir du marketing d'influence ? Ça va être rapide, je suis tout à fait d'accord avec Amandine. C'est vrai qu'Amandine a dit l'essentiel. Et en fait, l'influenceur, pour moi, va vraiment être un vrai support de com. Donc, il faut que ça soit cohérent, on a notre agence de RP et il faut qu'aussi... donc, cette notion de 360. C'est vraiment dans cette notion de 360. Je sais, il y a juste un petit bémol sur l'histoire du fait qu'on continue à travailler l'image, etc. Moi, j'ai juste peur qu'à l'arrivée, justement, de l'Instagram Checkout, je ne sais pas comment l'Instagrammeur va se positionner là-dessus, en termes de prescripteur. Est-ce que ça va garder son authenticité ? Je ne sais pas. J'en doute aussi. Merci Wassila. Quentin, ton avis sur l'avenir du marketing d'influence rapidement ? Moi, je le vois plutôt radieux, mais je prêche aussi pour ma paroisse, forcément. Aujourd'hui, c'est un marché de 8 milliards de dollars dans le monde. D'ici 2022, on pense que ça sera autour de 20 milliards. Donc, c'est en train d'exploser. Il n'y a pas une marque aujourd'hui
significatif qui ne fait pas d'influence marketing. Après, tout le monde n'en fait pas vraiment à échelle et tout le monde n'a pas encore craqué ce sujet-là. Donc c'est un des enjeux. Ce qu'on voit, et je suis complètement aligné avec vous, c'est que ça serait une erreur de penser que l'influence c'est une sous-branche du digital. C'est un média et c'est une vraie tendance. Il y a eu les médias traditionnels, il y a eu le digital et aujourd'hui il y a l'influence. Donc c'est en train d'apparaître comme un sujet central pour les organisations qui touchent le commerce, le business, mais aussi les RH par exemple. On est amené à recruter des gens parce que potentiellement ils ont une audience et ils vont nous aider à recruter d'autres gens, à vendre des produits, etc. Donc ça touche à tout. Je pense que demain il y aura des CEO, Chief Influencer Officer. C'est des vrais changements d'organisation qui sont en train de s'opérer et on a de la chance de pouvoir le vivre aujourd'hui. Merci Quentin. Nenad, c'est pour toi le mot de la fin. Eh bien, écoute, un fort boom, je pense, dans le secteur. On est tous d'accord pour dire qu'il y a un énorme potentiel. Je pense qu'en effet, il y a un potentiel vers le haut de gamme et vers la qualité. Il y a aussi un potentiel qu'il ne faut pas négliger qui va être sur la petite fourmi, entre guillemets. Si nos auditeurs ils n'ont pas vu l'émission précédente sur les réseaux sociaux, je les invite à la voir, mais on en avait parlé un petit peu. Quand on voit aujourd'hui la tendance au premier trimestre en Chine, il y avait à peu près 4 millions de live streams vidéo d'influenceurs pour vendre des produits sur Alibaba, sur Tmall. Confirmation que donc AliExpress recrute 100 000 influenceurs dans les semaines qui viennent en Europe pour promouvoir les produits de la marketplace, aussi bien sur leur marketplace que sur leurs propres canaux. Donc on va assister un petit peu à la notion de producteur, chaîne de télé. La chaîne de télé, c'est la marketplace qui va amener de l'audience, qui va aider l'influenceur à faire croître sa communauté également. Donc c'est un univers qui va se complexifier. Où on en va B2C comme en B2B oui, ça va être un B2B2C. Moi aussi. Voilà, ça va être un B2B2C, je pense. Il y a quelque part... il y a une différence entre le B2B et le B2C. Et tout ça, ça va faire que ça boom, ça va faire apparaître probablement une nouvelle frange, je veux dire, d'influenceurs très différentes, très orientées métriques et ventes. Et quand on parlait d'Instagram, je pense qu'il va y avoir une génération d'influenceurs Instagram checkout qui seront radicalement différents en mentalité et en approche de ceux qu'on a connus. Donc c'est bien, beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés, plein de sujets, on pourra en reparler dans quelques mois. Mais avec grand plaisir, je vous remercie Amandine, Wassila, Quentin, Nenad d'avoir participé à cette émission sur les influenceuses et les influenceurs. C'est un sujet effectivement dont on parlera puisque si à l'horizon 2022 c'est 20 milliards et qu'en plus on intègre l'influence dans la communication 360, il y a de grandes chances qu'on en reparle. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Merci. Ainsi s'achève ce débat sur les influenceurs, nouveaux alliés pour le développement des e-commerçants. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Les influenceurs, également qualifiés de Key Opinion Leader, KOL, sont aujourd'hui des médias à part entière au service de la notoriété des marques et de l'acquisition de nouveaux clients. 2. Les fans de marques sont les premiers viviers d'influenceurs potentiels. 3. Les marques se doivent de proposer aux influenceurs des expériences hors du commun pour s'assurer une certaine forme de loyauté. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à notre partenaire média e-commercemag.fr. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Traduction et sous-titrage par Uptown.